Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Panama. J'en ai pas encore parlé en fait, j'ai dû faire qu'une seule vidéo il y a 2 ans et demi quand je suis arrivé et puis c'est tout. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la vie à Panama, des avantages du pays, des quelques inconvénients, de comment ça marche, de ce qu'on peut faire et du très gros inconvénient que je vais garder pour la fin, histoire de se marrer. Alors j'ai la gueule un peu défoncée parce que je me suis mis à restriction calorique, j'ai un petit peu épaissi là récemment, donc je suis à coup de séances de muscu et du 1000 calories par jour, donc j'en chie pas mal, donc j'ai un peu la gueule comme si j'ai pas dormi depuis 3 jours. Voilà, pas grave, on fait avec. Donc j'ai déménagé au cours du dernier mois, parce que le propriétaire de l'ancienne maison dans laquelle j'étais avec la piscine faisait chier. En termes d'entretien, ça allait vraiment pas, il y avait des fuites et de la flotte, il y avait différents problèmes. Puis la maison était un peu vieille. Et puis surtout, en fait, les prix à Panama City ont fortement chuté, comme vous devez vous imaginer, avec le Corona. Bah, pas mal de propriétaires paniquent. Et donc, le jour où mon propriétaire de la maison m'a fait chier, j'ai attrapé pour la première fois le site national de petites annonces. Et je suis tombé sur une offre qui se refuse pas, qui était là présente depuis moins de 24 heures. Je l'ai trouvé le premier jour, elle est parue. Donc c'est un appartement qui fait un peu moins de 600 mètres carrés en duplex, voilà, 2 étages, un penthouse avec un énorme escalier intérieur. Peut-être le montrer. Voilà, donc c'est énorme. 33e étage en haut d'une tour en front de mer. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un mois que je suis là et en fait il y a une visibilité assez énorme. On voit dans le fond, il y a un archipel en fait, je sais pas si on le voit à la caméra parce que c'est assez loin, c'est à 60 km, donc on a une portée de vue à 60-70 km, ça s'appelle Las Perlas, c'est en face de Panama City, c'est un archipel d'une centaine d'îles qui est là-bas, donc on voit les petits îlots, là il y en a pas mal, avec l'île principale, l'Isla del Rey. Et puis là il y a la province de Darien et de Chima dans le fond qu'on voit aujourd'hui assez bien, avec d'ailleurs l'île que je souhaite acheter là-bas. Voilà, donc 33e étage. Alors là c'est curfew, donc c'est bien, pas de bagnole, pas de bruit. Il y en a en marée basse, mais en front de mer, dégueulasse d'ailleurs, on voit, sale. Il faut un combat en fait. Il y a un barrage qui a sauté avec les déchets. Il barre les rivières en fait pour récupérer les déchets. Et en fait il y en a qui a sauté récemment parce qu'il y a une tempête depuis 2 jours. Et donc c'est dégueulasse à nouveau, dommage. C'est la mangrove. Et puis ça c'est le district business de Panama City avec la Trump Tower qu'on voit en forme de vague là-bas. Et après c'est les îles là où je vais traîner souvent. Donc les propriétaires donc faisaient chier. Donc il y a un moment en fait ah ouais, dernière info, je veux dire aussi, vous voyez tous les bateaux là, donc normalement ils sont jamais là. Donc l'économie mondiale souffre. La reprise elle est pas là puisque au Panama ils immatriculent, il y a des, je pense pas qu'il y ait des pétroliers en fait, c'est du transport de containers et il y a du gaz, il y a des produits chimiques, là on le voit le bleu et le vert. Il y a différents bateaux mais il n'y a pas de transport de containers. Par contre c'est que des bateaux un peu de transport de produits techniques, chimiques ou autres, matières premières spéciales. Là il y en a une cinquantaine qui sont garés et ils ont bougé. Ce matin il y avait un paquebot qui s'est barré, qui est dans le fond d'ailleurs. Et il y en a, on voit dans le fond, je sais pas si vous verrez, mais il y a 2 autres gros paquebots. Mais évidemment les cruise liners ils souffrent puisque tout le tourisme mondial est niqué. Donc c'est un bon indicateur. Ce que j'attends de voir c'est quand ces bateaux vont partir. Quand ils partiront, pour moi ce sera le signe que la reprise économique mondiale est là. Donc tant qu'ils sont parqués ici, c'est comme à Singapour en fait. Panama fait pas mal de services pour le transport maritime et donc c'est un très très bon indicateur. Je suis aux premières loges tous les jours de voir ce qui se passe, si c'est la merde ou pas au niveau économique. Donc là actuellement qu'une cinquantaine comme ça parqués et puis il y a beaucoup moins de bateaux qui sortent du canal. Le canal il est juste là à l'entrée. Ça veut dire que ça se passe pas très très bien en ce moment. Donc moi le déménagement, j'ai énormément de choses aujourd'hui parce que j'arrête pas d'acheter puisque je vais m'installer au Panama définitivement. Donc il y a mes affaires du Costa Rica, il y a celle de Thaïlande et de France, il y en a que j'ai acheté d'ici du Panama et puis j'ai aussi j'ai une centaine, il y a une partie des terrasses qui va là-bas et donc j'ai une centaine d'arbres fruitiers qui sont en train de pousser que je prépare pour la plantation, je vais démarrer une ferme. Donc voilà, donc tout ça là donc ça m'a coûté 5000 balles pour déménager. Donc par moment savoir dire non et agir c'est assez relou.
Mais il faut quand même y aller quoi. Il faut quand même y aller parce que stagner ça coûte trop cher. Là j'en profite en fait, c'est marrant parce que dans cette tour, il y a un an, il y avait... Là on voit les petites terrasses tout en haut, la tour verte là. C'est des triplex qu'en haut, de 900 mètres carrés. C'est les apparts, c'est le haut de gamme de Panama City, juste dans cette tour là. Il y a des piscines en fait dans les terrasses, piscines privatives. Et ces appartements, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont l'ascenseur général pour descendre, mais ils ont un ascenseur privé sur les 3 étages. Donc juste pour le mec qui possède l'appart. Ça coûtait 1 500 000, donc ça coûtait 1800 $, le mètre carré. Et donc avec le Corona aujourd'hui, là dans une tour à côté, pas celle-là mais la suivante, j'ai un copain qui est en train de faire une proposition pour acheter 400 mètres carrés à 800 000 $. Les mecs n'ont même pas claqué la porte. Donc ça m'a donc 1000 $ le mètre carré, 900 € le mètre carré. Ça m'a fait pas mal réfléchir parce que quand je vois les Français qui se font chier à travailler 20 ans pour avoir un lieu de vie, souvent médiocre, parce que ça coûte très très cher l'immobilier en France par rapport au niveau des revenus et le niveau d'imposition que ça réclame, à moins qu'on hérite en France pour se loger super bien, ça coûte super cher. Donc là, Panama City, je vous passe le tuyau. Vous pouvez trouver des 300-400 mètres carrés et dans des tours flambant neuves. La tour, elle a moins de 5 ans, elle est nickel et tout. Front de mer pour 1000 $ le mètre. Ce qui est quand même... franchement, à Paris, on a quoi? On a un placard à chiottes et puis vaguement, on a une place de parking, un placard à chiottes à Paris pour le même prix. Là, vous avez un 300-400 mètres carrés, full time, la mer. Plus un pays qui vous sert quand même de parapluie, qui vous protège international du communisme, toujours aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va bouger, mais toujours dit que pour l'instant, et puis qui vous offre un passeport au bout de 5 ans. Et surtout, tout simplement, ça permet d'avoir un lieu de vie sans avoir besoin de travailler 20 ans, quoi. Donc c'est assez... ceux qui se posent des questions sur la présence en France, je vous recommande d'étudier l'option Panama City parce que là avec le Corona, c'est toujours fermé, on est toujours bouclé. Ils vont ouvrir la semaine prochaine, l'aéroport va commencer à rouvrir pour les Panama et les résidents. Ça ne sera pas rouvert pour le tourisme encore, mais je vous invite vraiment à intégrer, au moins à tester l'option Panama City parce que là, les prix immobiliers, plus ce niveau d'imposition, les business ici c'est 25% d'imposition, tout compris, et la TVA c'est 7%. Donc ça permet vraiment d'avoir une vie et de se loger sans être obligé de cramer 20 ans de sa vie dans de la fiscalité à la con en France. Et donc si en plus vous avez un petit capital de départ, honnêtement vous pouvez... Et puis attention, on parle vraiment du front de mer, dans les tours neuves, etc. Parce qu'après il y a d'autres offres qui sont encore probablement moins chères. Mais là les tours sont complètement vides et donc on peut avoir le maximal. Je sais pas combien ça coûte le front de mer en France, mais ça va m'a coûté dans les 4-5 000 € le mètre, non, je pense. Donc quand on est à 900 € le mètre, vous imaginez, ça fait 80% de remise pour avoir le même niveau de vie qu'en France. Ça vaut le coup de faire quelques compromis, non? Et de dire adieu à la mère patrie française. Donc vous me demandez assez souvent comment ça se passe la vie à Panama, comment se passe aussi ma vie. Alors écoutez, ma vie c'est au sommet. Ça n'a jamais été aussi bien que maintenant, en 2020. Le Corona finalement m'a apporté beaucoup de choses positives. Panama City et Panama, c'est un pays de compromis qui délivre énormément de valeur dans mon cas personnel. Donc je vais démarrer une activité de ferme que je repoussais, mais pas une ferme commerciale en fait, comme je voulais faire d'agriculture, mais je vais démarrer une activité de ferme que je repoussais depuis des années. En fait, ce qui se passe le Panama, c'est que c'est un pays plateforme, et donc pour moi un pays plateforme, c'est un pays qui attire et qui draine les esprits et les humains internationaux. J'ai fait plus de rencontres en 2 ans à Panama City qu'en 10 ans de France ou de Thaïlande ou de Costa Rica. Des rencontres de qualité, je veux dire. Des rencontres extrêmement qualitatives. Des mecs qui vont rester dans ma vie proche, dans mon cercle direct, à mon avis, très longtemps. Un pays, par exemple en Thaïlande, c'était cool, la Thaïlande, je continue à rester fan, mais la Thaïlande c'était un pays d'amusement avec des gens
Alors bon, bah, je fais un jugement de valeur. Après, chacun voit midi à sa porte à partir de son niveau et de ses valeurs, etc. Mais en Thaïlande, la fréquentation un peu cheap, quoi. Avec des humains un peu cheap, comme au Costa Rica d'ailleurs. C'est un des mecs qui sont pas capables de s'adapter au système mondial et puis qui utilisent en fait un différentiel de, de cycle économique entre différents pays pour un branler. Mais moi, je considère que la stagnation, je pense que l'être humain n'est pas fait pour stagner. Après, je me trompe peut-être et donc bon bah voilà, mais moi j'aime bien les gens qui avancent, qui construisent, voilà, et des gens qui pulsent. Et donc le Panama m'a apporté énormément de rencontres, énormément. J'ai maintenant il y a une dizaine de personnes autour de moi. J'ai jamais eu ça. Je me rapproche des standards japonais. Je sais pas si vous le savez, mais les Japonais en moyenne à Okinawa, les centenaires, ils ont 12 meilleurs amis, ce qui est assez balèze quand même. Généralement, on en a un ou deux. À Okinawa, voilà, les anciens, parce qu'après la jeune génération, elle est un peu plus paumée, mais l'ancienne génération, donc je me rapproche. J'ai vraiment une dizaine de personnes ultra proches. Donc ça, c'est un apport du Panama. Ensuite, le Panama, pour moi, en fait, ce qui fait le charme d'un pays, c'est un ensemble de facteurs. Et le Panama, en fait, il cumule. C'est lui qui a le plus grand nombre de facteurs, mais il n'y en a aucun qui est fort. C'est ça qui est paradoxal. Donc, il n'y a rien qui est parfait au Panama. Tout est imparfait. Mais par contre, tout est possible sur une large palette. Et ça, je ne l'ai pas trouvé dans d'autres pays. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça les forces de frottement. Et les forces de frottement sont minimales au Panama par rapport à... Pour moi, la vie, en fait, c'est une chose son contraire. C'est être capable de vivre des polarités inverses. Et la plupart des pays, en fait, offrent des modèles de vie très polarisés, très polarisants. Bah, ce qui fait que rapidement, quand on a une vie complète, on étouffe, littéralement. Donc typiquement, la France, on peut pas faire de business sans se faire tondre et ramener le cul, quoi. Donc moi, j'ai envie de faire du business, de gagner de l'argent, ça me plaît. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime le trading. Donc j'ai pas envie d'avoir peur du gendarme, du flic, des impôts, des machins, des trucs. Mais parallèlement, j'aime aussi la nature, j'aime les pays tropicaux, j'aime les fruits, j'aime tout ça. Donc la France permet ça, et encore que le droit à propriété agricole est complètement vérolé avec la SAFER. Alors qu'ici on a un droit à propriété, ce qu'il n'y avait pas en Asie par exemple. On ne peut pas acheter de la terre en Asie. Je parle de la terre, quoi. Je parle pas d'un carré, quoi. Je parle de 20, 30, 50, 100 hectares, quoi. Donc en Asie, c'est littéralement impossible pour acheter, à moins d'être asiatique, ou de rentrer dans des plans. Alors, oui, Charles, c'est possible. Alors tu fais une société que tu possèdes 49%, et puis tu as des actionnaires locaux qui se connaissent pas, et puis ça, oui, je sais ce que c'est possible, mais excusez-moi, mais 49%, on n'est pas propriétaire, quoi. On est en train de truander, et le jour où le gouvernement dit fuck, casse-toi, il réunit les actionnaires méconnus, et puis on se fait foutre dehors, ce qui arrive très régulièrement dans de nombreux pays. Donc non, là, ici, il y a vraiment un vrai droit à propriété. Et donc il y a plein d'atouts comme ça. Et la caractéristique première du Panama, je pense, c'est qu'on se sent libre. Vraiment libre. Moi, je ne suis jamais senti libre en France, en Europe, même aux US, je ne trouve pas qu'on soit vraiment super libre. En Asie, on est étranger, on restera toujours étranger, hein, que ce soit des japonais, thaïlandais, etc. On ne rentre pas dedans, quoi. On rentre à la surface, mais même quand on est marié, qu'on fait des enfants, même si on fait un franco-thaïlandais, on ne sera jamais thaïlandais. Et donc ici, vraiment, d'abord le Panama, il y a un siècle, il n'existait pas, c'était le canal que les Français ont percé. Et ça, c'est cool, parce que du coup, personne, il n'y a pas dans la famille ancestrale, voilà, qui sont là, qui éteignent le pays avec la culture. C'est un pays d'émigration pure, le Panama, et c'est l'émigration récente, en fait. C'est 3-4 générations maximum. Et donc, du coup, tous les gens de l'extérieur sont les bienvenus. C'est encore dans l'ADN, c'est encore présent, on le sent. Et tout est libre, c'est un pays de possibilités, quoi. C'est un pays... il y a vraiment un esprit, il y a une ambiance, c'est une ambiance en fait. Ça se sent. Voilà, c'est pas vraiment écrit bonjour, si tu viens au Panama, tu es libre. Non, non, c'est plus. Comment vous le dire? Vous le dire concrètement, quand on est en France et qu'on n'a pas eu d'expérience d'expatriation, on arrive avec son modèle français, et donc les gens m'écrivent, vous m'écrivez régulièrement, m'envoyez des emails en me posant des questions, par exemple sur le Panama, on me demande est-ce que je dois te faire ci, est-ce que je dois te faire ça. Alors moi, il y a certaines personnes qui ont oublié, mais je me suis barré en 2009. J'ai acheté en novembre 2009 au Costa Rica les 5 hectares. Et donc je me rapproche des 11 ans où j'ai vaguement remis les pieds en France de temps à autre, mais pas souvent, et surtout pendant mes escales entre le Costa Rica et la Thaïlande. Donc j'ai passé maintenant un tiers de ma vie d'adulte en dehors de la France.
Donc il faut quelques années pour oublier le matraquage, les règlements, l'administration, voilà, cette manière de vivre qui est vraiment relou. Là, on se sent pas libre. Donc maintenant, les gens arrivent et me posent des questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Un pays libre, ça veut dire en fait, il n'y a pas de règles. Donc quand on me pose des questions, c'est assez amusant parce que la plupart du temps, je n'ai pas les réponses. J'en sais foutrement rien. Et en fait, je suis sûr que si on va voir n'importe qui dans la rue, personne n'en sait foutrement rien. C'est ça un pays libre. C'est qu'en fait, les règles, il n'y en a pas. C'est les possibilités qui sont tout le temps ouvertes et puis on se détermine, on fait ce dont on a envie. Et il n'y a personne qui va être derrière nous pour nous taper sur la gueule et nous tabasser comme en France. C'est ça un pays libre. Et donc les Français, ça me rend assez triste quand je vois toutes ces questions qui arrivent dans ma boîte email parce que je m'aperçois que les Français n'ont absolument plus du tout la moindre notion de ce que c'est que la liberté, de ce sentiment de faire ce dont on a envie sans se sentir coupable ou sans avoir peur de faire quelque chose de mal ou de déclencher les foudres de l'administration. On fait. Voilà. Et puis quand on fait mal, ce qui arrive très rarement, parce que c'est vraiment un pays libre avec peu de règles, le Panama, et quand on fait mal, je dois bien leur reconnaître une chose, hein, il y a vraiment des inconvénients majeurs à Panama, mais je dois bien leur reconnaître une chose, c'est que c'est pas des lumières ici, hein, c'est beaucoup moins subtil qu'en Europe, mais quand on fait mal, il y a quelqu'un qui arrive, et sans nous aboyer dessus, qui va nous expliquer la règle. Voilà, on s'est trompé, tu t'es trompé, les choses marchent comme ça. Et avec patience et régulièrement gentillesse, ce qui pour un Français, parce que la France, l'administration française est méchante, hargneuse, haineuse, et donc on prend l'habitude de... Quand on les emmerde avec l'administration en France, on sait que ça va mal se passer. Et donc on garde ce réflexe, et à chaque fois c'est une énorme surprise d'être en interaction comme ça avec ces Panaméens qui calmement nous expliquent que non, c'est pas comme ça, c'est autrement, c'est comme ça, c'est parce que c'est machin, il faut respecter et tout. C'est bluffant, c'est agréable, c'est voilà. Donc pour moi le Panama, c'est sa première caractéristique, c'est que c'est libre. Alors quels sont les inconvénients? Donc les inconvénients, d'abord la bouffe est importée, donc pour bien se nourrir, ça coûte très cher. Il faut vraiment mettre un budget très cher, quasiment. Honnêtement, je dois claquer 1000 balles au moins par mois en fait avec ma femme. Ouais, au moins, et mes 9 chats. Au moins, si ce n'est pas 1000 ou 1200, pour avoir la meilleure qualité de nourriture possible. Ensuite, le Panama, il n'y a pas de culture. Normal, c'est un nouveau pays, puis c'est un amalgame de toute l'Amérique latine. Donc, quelque part, c'est un pays qui n'a pas d'âme. Il n'y a pas de... C'est pas comme en Asie où c'est pas pour une âme, quoi, ça c'est clair. Il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas... C'est assez vide en fait. Donc moi, mon opinion, c'était pas important parce que si je veux les artistes, ben, je vais prendre un smicard en France et puis je lui dis, bah viens, je te paye à bouffer et un logement et donc tu vas arrêter de misérer, tu vas créer de l'art autour de moi là, et puis j'en prends 3-4, et voilà, on va te mettre sur un terrain puis avec d'autres artistes et puis ça va bien se passer. Mais c'est même pas ça, pour moi le plus important. Un pays, c'est les gens, c'est la qualité des gens qu'on a autour de nous qui fait que la vie est bien ou pas bien en fait. Nous sommes des machines à nous relier, je pense, en tant qu'être humain. Et donc, par exemple, j'ai pas pu me lier en Thaïlande, ni au Costa Rica, parce que le Costa Rica, c'est vraiment un pays pour retraités. Et je suis trop jeune, j'ai pas le bon profil pour connecter au Costa Rica. Et puis le Costa Rica, c'est un pays de losers qui admire la France, un pays de socialo, le Costa Rica en puissance, qui d'ailleurs est en train de migrer son modèle vers celui de la France. Quand je suis arrivé en 2009, c'était encore libre. À partir de 2014, l'intervention des FMI, ça a commencé à déraper. Puis là, d'année en année, ça devient n'importe quoi, avec des règles complètement débiles, et une administration, pour le coup, qui devient beaucoup moins sympathique qu'elle peut l'être ici au Panama. Alors au Panama aussi, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on est plugué directement sur Amazon US. Donc j'étais très dérangé. Dans de nombreux pays émergents, en fait, on n'a pas le droit d'acheter ce qu'on veut. Alors d'abord, en interne, les magasins sont vides. Au-delà des trucs de première nécessité, dès qu'on a un peu de fric et qu'on a envie de trucs subtils, c'est vide. Littéralement. Donc... Et ensuite, quand on veut commander à l'extérieur et importer, il y a la douane qui saisit les trucs, soit qui charge. Costa Rica et Thaïlande, c'était la même formule. Hein. Porsche, par exemple, 200% de taxes, quoi. En Thaïlande, c'est 200%. Au Costa Rica, je crois que c'est 200% aussi. Vous allez me dire, la vie ne se résume pas à une Porsche, mais moi j'achète par exemple des minéraux. Prenons le cas de Bali par exemple, les minéraux sont interdits à l'importation, pas le droit d'acheter des minéraux. Donc là, moi je les achète en Afrique du Sud,
aux US, en Russie, donc ça arrive par DHL en bas de chez moi. On peut vraiment tout acheter. Je me souviens en Thaïlande, je m'étais fait livrer des protéines spéciales à l'époque, j'étais un peu branché protéines. C'était, oh putain, je sais plus, c'était à 8 ans. Et donc quand vous commandez à l'international, il y a les frais de transport, donc vous commandez plus gros quoi, pour amortir les frais de transport. Et je vais m'arriver. Ils les ont tapés à l'aéroport. Alors ils volent ou ils bloquent, et puis en fait après on vous envoie de poste en poste en machin, vous ne revoyez jamais votre produit, même pas, il faut payer des taxes, vous ne le revoyez pas, donc il a été chouré. Donc ici en fait on est plugué, on commande sur Amazon US, il n'y a aucune limite, on a un système de mailbox à Miami, donc on envoie dans l'entrepôt à Miami, puis après ça arrive ici, donc on peut faire livrer par bateau, donc ça se prend plusieurs semaines, ça coûte rien. Si on le veut tout de suite, ce qui est quand même mon cas très régulièrement, on peut faire livrer en avion, donc là c'est hallucinant parce qu'on commande sur Amazon et une semaine plus tard c'est ici dans une mailbox et on récupère, donc il y a 7% généralement de taxes d'import, 7% c'est que dalle. Et le transport après ça dépend du poids, mais donc moi je suis livré tout et n'importe quoi, les machines de muscu pour les épaules, des trucs lourds, hein. Je me suis acheté un grand tableau, je travaille de plus en plus pour me mettre les idées au clair sur des grands tableaux Velleda, mais grands, hein, genre je sais pas 1m70 sur je sais plus 1 mètre, enfin un truc grand, donc c'était très lourd, c'était pas très cher. J'ai acheté des écrans 32 pouces pour refaire ma salle de marché, donc j'en ai acheté 4, donc ça coûtait 180$ et il y a 100$ de livraison. Donc je me retrouve avec 4 32 pouces pour 800 balles, ce qui est quand même voilà correct. Donc, tout Amazon US pour la consommation courante, mais je m'achète des herbes, du thé, du machin, des trucs, enfin, j'achète tout en fait. Donc dès qu'il y a, puisque c'est un pays de 4 millions de Panama, donc la distribution est pas au point forcément, parce que c'est compliqué d'amortir une distribution internationale sur une population aussi petite, et puis la ville internationale, Panama City fait 800 000 personnes, mais on est quoi? On est 50-100 000 à avoir un niveau de vie international, donc c'est compliqué pour des entrepreneurs d'amortir. Donc dès qu'il manque, crac, on ouvre Amazon et c'est livré et ça coûte pas vraiment plus cher. Donc c'est un confort monumental au niveau du matériel pur. Alors la vie se résume pas encore une fois du matériel, mais n'empêche qu'au Panama, au Costa Rica, je dépensais pas mon argent, il n'y a pas moyen, il n'y a rien, et puis on pouvait pas importer. Et Thaïlande c'était pareil, on pouvait pas dépenser son fric en dehors des activités de loisirs habituelles qu'il y a en Thaïlande. Donc Panama, on peut vraiment s'installer, on peut importer des machines. Là, je suis en agriculture, il y a des communautés, des municipalités américaines qui déstockent des grosses machines agricoles, des broyeurs pro dans lesquels on peut rentrer des armes, tout un tas de trucs, des tractos pour faire des chemins, tout ça. Ils vendent ça 15 000, 20 000$, que dalle quoi. Ces machins qui coûtaient 100 ou 150 000 il y a 20 ans, voilà, c'est... Ça craque, on met ça dans un conteneur, boum, ça arrive ici, pas de problème. On a le port Balboa juste en face là, qui est à 10 bornes, et on peut faire venir n'importe quoi du monde entier. Donc dans les terrains, j'ai acheté des tiny house en Chine probablement, on met ça dans un conteneur, crac, ça arrive ici pour que dalle. On peut vraiment se faire livrer tout et n'importe quoi, du plus gros outil de travail, de production. J'ai fait acheter un yolfilisateur aux US, on peut tout, il n'y a pas de règle qui dit non mais ça, comme au Costa Rica, ça c'est un truc agricole, non mais ça tu peux pas, non mais ça tu as besoin d'autorisation, des machins et trucs. À Bali c'est le même bordel, dans de nombreux pays en fait tout est contrôlé, et ici il n'y a pas de contrôle. Et donc ça c'est encore un énième gros avantage. Bon alors, le plus gros inconvénient pour finir, alors le plus gros inconvénient, c'est qu'il y a intérêt à avoir fait sa carrière de mec avant d'aller habiter au Panama, parce qu'au Panama vous baisez pas. Pas possible. Enfin à moins d'aimer vraiment, je sais pas si on peut encore appeler ça des grosses. Je pense qu'à ce niveau de corps, on est plus dans l'obésité massive et carabinée que dans... Ça ressemble même plus à des femmes, des baleines peut-être, je sais pas comment on peut les appeler, mais il y a 90% d'obésité massive. Quand je vois les filles, en fait, elles ont 15 ans, elles sont encore toutes fines, toutes bonasses, et puis évidemment, si on y touche, on est en prison. Donc, et en fait, elles arrivent à 17-18 ans, là, il y a 18 ans, il y a une semaine, il y a une fenêtre de tir, on peut les choper, et à 18 heures et 2 semaines, c'est fini, elles commencent à épaissir, et à 20 ans, elles sont énormes, et après, c'est irrécupérable. Donc au Panama, autant les hommes sont très sympas, mais en général, c'est très surprenant. Il y a beaucoup d'hommes naturel et d'un abord sympathique, vraiment gentillesse. Mais alors les femmes ici, elles sont pas jeunes, non seulement elles sont grosses, immondes, imbaisables, mais en plus elles sont pas sympas, elles sont très spéciales. La gente féminine ici très spéciale. Donc si vous venez tout seul au Panama et que vous n'avez pas encore niqué dans tous les sens, le mieux
c'est comme une étape dans la vie d'un homme d'aller niquer en tous les sens pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, histoire de... Ça c'est fait, voilà, c'est coché sur la liste des trucs à faire. Donc on peut pas s'expatrier au Panama sans avoir fait ça, c'est le malheur assuré. Donc ça, je recommande de faire ça ailleurs. Donc il y a une option, un petit plan B, sympa. C'est un petit coup d'avion jusqu'à Cartagena en Colombie, où vraiment vieille ville, ambiance espagnole, machin, super, dollars, une âme, la mer, tout ça, et les gonzesses à bloc, les Colombiennes chaudasses à mort. Mais voilà, de manière générale, pour Panama, il faut avoir, on part à Francfort avec sa saucisse dans son bagage, et je parle des femmes de manière, je vais encore me faire tuer. Ouais, je vais encore me faire tuer en parlant comme ça, mais enfin bon, hein, on se comprend. De toute façon, vous êtes 87% d'hommes à me regarder, donc hein, les 3% de femmes, mesdames, désolé. Mais voilà, on part au Panama en ayant déjà fait ses petites affaires, et on vient à Panama avec son petit sandwich dans sa valise. On ne s'aventure pas à essayer de capturer en local un sandwich, ça va pas le faire. Là, franchement, ce pays, je crois que c'est le pire. C'est l'énorme point noir du Panama, c'est le pire. J'ai jamais vu ça dans aucun pays. J'ai jamais vu ça dans aucun pays. Autour de moi, personne n'a jamais vu ça dans aucun pays. C'est le pire endroit du monde pour voilà, trouver une belle... pour trouver l'amour, excusez-moi, je suis encore sortir des conneries. Pour trouver l'amour, c'est le pire au monde. Vous allez me dire, l'amour dépend pas du physique. Mais, donc nous on a des blagues en local. Si vous amusez à baiser comme Rocco, vous savez, vous prenez la gonzesse sur vous, là, Rocco, par exemple, il se les met sur le coin de la vitre, là, et il prend les meufs sur lui, et il les bouge comme ça. Il fait ses biceps comme ça en les soulevant. Au Panama, vous faites pas ça. C'est rupture de ligament immédiat. Vous la prenez la meuf, elle fait 120 kg, vraiment, les deux genoux ils pètent direct, vous vous retrouvez par terre, l'hosto bloqué 6 mois. Donc non, c'est dangereux. Les femmes sont dangereuses ici. Elles sont énormes, mais elles roulent en fait dans la rue. Elles ne marchent pas, elles roulent comme ça. Elles sont aussi larges que hautes en fait. C'est un truc de fou furieux. Je sais même pas comment on peut se laisser aller. Je sais même pas comment techniquement on peut créer des corps pareils. C'est vrai qu'il faut faire un supplément calorique pendant des années, mais il faut faire un... Je sais pas, une nana, ça va avoir un métabolisme de base de 1600 calories par jour, peut-être. C'est que la meuf, elle bouffe 2500 calories pendant 5 ans pour créer des physiques pareils. C'est un truc, même techniquement, quand on réfléchit, mais comment tu t'y es pris, quoi. C'est à un moment, il y a une limite, quoi. Ou alors tu bouffes que des bouteilles d'huile au réveil, quoi. La meuf, elle boit pas un café, elle boit une demi-bouteille d'huile direct, parce que c'est impossible à créer des physiques pareils. Donc, voilà. Si le Panama vous titille, et le deuxième point noir, donc, c'est que les femmes occidentales s'adaptent très mal à la vie au Panama. Panama City, tout simplement parce que il n'y a pas l'infrastructure occidentale adéquate pour une femme. Pour les hommes, ça adapte très très bien, on est bien ici. Il y a beaucoup de jouets, etc. Bateaux, bagnoles, appart, machin, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Pour les femmes, c'est beaucoup plus dur. Donc, le mieux, hein, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller faire vos petites affaires internationales, à baiser dans tous les sens. Une fois que vous êtes repu, vous prenez une petite d'un pays émergent, il vaut mieux, et vous venez ici, et là c'est le carton. Importer une femme occidentale, voilà, la greffe a du mal à prendre, régulièrement ça coince, la femme blanche s'ennuie ici, et quand tu as chopé en local, je vous recommande pas du tout, c'est très dangereux même, très risqué. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques idées par rapport au Panama. À bientôt.